Bienvenue sur Confidentiel, le podcast de Belle et Rose. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir à mes côtés Soad. Bonjour Soad. Bonjour Marlène. Alors Soad, en 2024, quand nous préparions notre exposition photo, Eve, une kiné partenaire de l'association, m'a recommandé une dame. Elle m'a dit « Marlène, Soad, il faut que tu la rencontres ». Et c'est chose faite. Je me rappelle de notre premier échange téléphonique. Je me rappelle de ton rire dans cet échange. Je me rappelle de ta spontanéité et je me rappelle de ta force. La force que tu as pu me transmettre à travers cet échange téléphonique-là. Je t'ai proposé de participer à notre exposition photo et artistique, expérience que tu as acceptée. Et tu t'es retrouvée dans l'atelier de Nicole Bousquet, sous l'œil d'Andrés Roé qui t'a pris en photo. Et ensuite, tu as partagé cette aventure-là avec nous. Et depuis, on ne s'est pas lâché. Soad, est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots de toi pour te présenter ? Je suis Soad Anna. Je suis mariée, maman de 2 enfants, Marie-Jo et Joseph. Je suis actuellement AESH et je suis guérie d'un cancer de sein. Ok. Alors revenons sur ce cancer, c'était en quelle année ? C'était toute l'année de 2022. 2022. Donc ça a commencé juste au début, le 7 janvier, et j'ai fini les traitements en décembre 2022. Donc c'était toute l'année de 2022. Quand tu dis ça a commencé, c'est-à-dire la partie protocole ? Non, c'est la découverte. D'accord. Alors comment tu as découvert justement ton cancer ? Par hasard. Oui. En fait, je voulais ajuster mes habits, donc avec un geste très spontané, donc j'ajuste mes habits là, et je tombe sur une boule. Tiens, mais je dis à mon mari, je pense que j'ai une boule là. Il dit ah mais c'est rien du tout. Donc j'ai très bien compris après parce que mon mari il a perdu sa maman et sa sœur avec un cancer de sein. D'accord. Donc quand j'ai compris ça, j'ai pensé que c'est dur pour lui de dire ça devant lui. Et mais tout de suite, j'ai appelé une sage-femme que je connais parce que je connaissais pas du tout des personnes dans ce domaine. Donc j'étais une fois chez cette sage-femme et je l'ai appelée. Je lui ai dit en fait, je suis inquiète parce que ce matin j'ai découvert une boule et je ne sais pas si c'est quelque chose qui va passer ou pas. Je ne sais pas. Est-ce que je peux prendre votre avis? Je peux venir? Elle m'a dit oui, cet après-midi, j'ai un petit moment. Donc, j'y vais chez elle. Très gentille, elle m'accueille. Elle me dit, je pense qu'il faut faire une échographie, mammographie aussi. Je lui ai dit, c'est où je peux aller là? Elle me dit, oh, mais je vais vous envoyer à Jean Jaurès. Il y a un centre, donc vous pouvez aller faire tout le nécessaire. Et là, je suis allée. Et tout de suite, ils m'ont fait l'échographie, la mammographie. Et j'étais prise en charge tout de suite d'une personne à l'autre avec une gentillesse et délicatesse incroyable. Jusqu'à, ils ont fait aussi la biopsie aussi. Donc là, ils m'ont annoncé. Au résultat de la biopsie, ils t'ont annoncé. Oui. Et cette personne très délicate aussi, en fait, elle m'a annoncé, mais là, ma tête ne croyait pas ce que j'entendais. En fait, moi, je viens d'une culture égyptienne. Le mot cancer égale mort. Donc, ma tête ne supportait pas ce qu'elle me disait. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle me dit ou pas? Non, mais je secoue la tête pour bien comprendre. Est-ce que c'est vrai ou en tout cas, je suis restée devant elle comme ça, comme une stoïque. Voilà. Je croyais pas. J'essayais de comprendre parce que elle m'a expliqué toutes les étapes. Qu'est-ce que m'attendait. Et même elle parle de la chirurgie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour me prendre en charge pour l'opération et tout. Mais elle passe d'une étape à l'autre. Bien sûr, elles ont l'habitude. Mais moi, j'étais dans un moment où je croyais pas. J'étais pas là. T'étais imperméable. T'entendais pas ce qu'on te disait. En fait, j'entendais, mais
c'est pour moi ça? Est-ce que c'est moi qui... elle parle de moi, la dame, ou quoi? Donc, je croyais pas. Mais quand je suis sortie dans la rue, elle a fini tout ce qu'elle voulait dire. Et là, je dis, non, mais c'est vrai ce qu'elle m'a dit. Là, j'ai tous les papiers, j'ai tous les photos dans mes mains, donc c'est moi. Et là, je commence à pleurer. J'étais toute seule. Donc, je sors de Jean Jaurès et je commence à pleurer. Je commence à pleurer, dans la rue, à pleurer. Donc, mon mari m'appelle. Je pleurais toujours. Donc, je raccroche, je prends le téléphone et je parle pas, je pleure. Et après, j'ai raccroché encore, mais je pleurais, c'est tout. Je pleurais jusqu'à là. Donc, mon mari, tout de suite, elle a quitté son travail. Elle est venue à ma rencontre à la maison et je pleurais. Et tout ce temps-là, quand je voulais annoncer à quelqu'un ou quelqu'un me demande c'est quoi les nouvelles, je pleurais. Et c'était une période où j'avais besoin de vider tout ce que j'ai reçu, mais je le vidais par pleurs. Je pleure. Ça te faisait du bien quelque part de pleurer, si j'imagine. Je faisais que pleurer. Tu vidais tes émotions, ton trop plein d'émotions. Je vidais tout. Je suis restée des jours, même la nuit, je pleurais. Je croyais pas. C'est comme j'essayais de me convaincre de ce que la réalité. Et quand j'ai fini tout ce que j'avais à l'intérieur, là j'ai réalisé que j'étais malade et il faut tenir bon et protéger mes enfants de choc. Donc t'as pas hésité à suivre les recommandations des médecins et à aller vers le protocole que tu as eu? C'est ça. Donc j'ai contacté la chirurgienne qui m'a dit, je suis allée la voir, et elle m'a expliqué que je suis en 3e degré, donc c'est sérieux. Surtout, elle m'a dit, vous êtes jeune, donc on va faire le nécessaire très rapidement. Surtout qu'ils ont découvert que les ganglions aussi sont malades, donc il faut aussi faire quelque chose très rapidement. Et là, elle a décidé l'opération. Et là, l'opération aussi, c'était le 8 mars. C'était la journée mondiale de la femme. De la femme. Et là, c'était aussi pour moi quelque chose qui touche à ma féminité. Journée mondiale de la femme. Et là, je fais comme un sacrifice pour rester femme. Là, j'ai tenu bon. En fait, après tout ce que j'ai pleuré, j'ai tout vidé, et là, j'ai senti une force. Je dis, il faut que je tienne bon, je sois forte pour mes enfants, pour ma famille, pour mon mari, pour tout ce qui m'entoure. Et là, ça y est. Et je l'ai senti par la capacité des personnels qui sont... J'étais prise en charge par des personnes qui... j'ai senti qu'ils sont capables, ils savent ce qu'ils font. Et ça, j'ai envie jusqu'à maintenant de remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis la sage-femme jusqu'à maintenant, jusqu'à la kiné je vais chaque semaine. Je remercie chacun et chacune parce qu'ils étaient là pour moi, avec une délicatesse, avec compétence, et ça se voyait. Donc, j'ai eu confiance dans ces personnes, et je remercie le contact avec chacun et chacune. Ça t'a donné un peu plus de force? Ça m'a donné beaucoup de choses. Je me sentis en confiance. Je me suis laissée aller, conduite par ces personnes. Voilà. Souad, est-ce que tu te rappelles du moment où tu l'as annoncé donc à ton mari, tu viens de nous le raconter, mais à tes enfants? Bon, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions. Est-ce que tu te souviens de comment tu l'as annoncé? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton mari? Et quels ont été à eux leurs sentiments? Je sais qu'en préparant ce podcast, vous en avez rediscuté et ils t'ont fait part de leurs émotions et leurs sentiments à ce moment-là. Est-ce que tu veux revenir là-dessus? En fait, j'ai annoncé à mon mari
par téléphone en pleurant, c'est tout. Donc il a tout compris. Et pour les enfants, je lui dis, c'est pas moi, j'arrive pas à avoir la force, je trouve pas la force de leur annoncer ça. Donc je te laisse faire. Donc c'est lui qui a pris la responsabilité d'annoncer aux enfants. Donc elle leur a dit que voilà, maman il a un petit souci, voilà, et on va opérer, c'est faisable, elle va être guérie, voilà. Je pense que les deux sont très différents. La fille, elle a reçu ça, elle a compris. Elle avait peur, mais elle exprimait cette peur autrement. Elle venait me dire, tu sais maman, j'ai prié pour toi. Et Joseph, il avait peur, il pleurait. Donc je reviens à quelques des petites histoires avec Joseph pour les cheveux. Parce qu'en fait, j'ai fait l'opération, après c'était la chimio, après un mois. Et là, ils m'ont annoncé que après la deuxième séance de chimio, les cheveux vont tomber. Donc moi, j'ai décidé de les enlever toute seule, avant que je les trouve partout. Donc je dis à Joseph, en fait, j'ai décidé d'enlever les cheveux avant que ça tombe. Il me dit non, je te veux comme ça, je veux tes cheveux comme ça. Non. Je lui dis, tu sais, j'ai choisi une perruque très jolie. Et son cheveux blancs, tu vois, moi j'ai quelques cheveux blancs, mais la perruque, elle est trop belle. Je vais être plus jeune, tout ça. Ah non, je ne veux pas. Donc j'avais pris un rendez-vous avec la coiffeuse qui est venue faire le nécessaire, elle m'a enlevé les cheveux. Donc il rentre le soir de l'école, quand il ouvre la porte, tout de suite ses yeux tombent sur la tête. J'ai mis un petit foulard, j'ai mis une boucle d'oreille, je me suis mise belle comme ça, qu'il me voit belle. Il me laisse rentrer à la cuisine et commence à pleurer. Donc je suis rentrée derrière lui, on s'est pris en câlin et on a commencé à tout vider, on a pleuré tous les deux. Donc là, je lui dis, mais je te dis que je vais enlever mes cheveux et tout, et voilà, regarde, je vais te montrer la perruque, comment c'est joli, tout ça. Non, je voulais tes cheveux. C'était trop dur pour lui. C'était très dur pour lui. Mais elle était d'une délicatesse incroyable. Parce que ma fille était en internat cette année, mais lui, il était toujours là à la maison. Il me préparait le petit déjeuner chaque matin avant de descendre. Et chaque matin, j'avais un dessin sur le plateau. Et j'ai pris une photo. J'ai pris une photo de ce qu'il me préparait chaque matin sur le plateau. Oh, c'est tellement beau. Donc, souris maman, ça va passer, ça va passer maman. C'est très très beau. Voilà, chaque matin j'avais quelque chose de Joseph pour me montrer son amour et sa délicatesse et sa compassion. Aujourd'hui, c'est des adolescents, de jeunes adolescents, mais au final, surtout Joseph, il était très jeune à cette époque-là. Oui. Il était encore dans l'enfance, finalement. Oui, ça fait 3 ans, donc 10 ans. 10. Bon, du coup, j'ai compris que vous échangez beaucoup. Tu t'es fait aider pour accompagner tes enfants, justement. Est-ce que tu as fait appel à des personnes, à des livres? Tu me disais tout à l'heure, peut-être des livres pour les accompagner, pour qu'ils aient leur univers à eux et leurs mots. Oui. J'ai une amie psychologue qui d'une délicatesse incroyable. Tout de suite, elle a pris en charge mes enfants. Elle a cherché des livres qui expliquent le cancer du sein pour enfants. Et elle leur a laissé à lire et après, elle a discuté avec eux. Et là, ils ont tout compris. Ce qui se passe pour moi, ce qui m'attend. Et voilà, ça leur a aidé à dépasser cette tristesse. Il y avait des choses qu'ils n'arrivaient pas à dire, les enfants. Donc, à ce moment-là, ils mettaient des mots sur les choses. D'accord. Et tu vois qu'ils en parlaient entre eux? Oui. Oui. Ils ont parlé.
Mais là, c'est bon là. Mais à ce moment-là, je pense que ma fille parlait avec mon fils, me dit, n'aie pas peur, ça va passer, ça va passer. N'aie pas peur pour maman. C'est parti. La chose mauvaise est partie. Donc, c'est bon, elle va être mieux, elle va être mieux. Et aujourd'hui, ils sont comment? Ils sont rassurés ou tu penses qu'ils sont toujours un peu inquiets? Comment tu les ressens, toi, en tant que maman? Je sens toujours la peur du petit. Oui, de temps en temps. Il est toujours collé à moi et il est aux petits soins. Donc, ça lui fait quelque chose. Il avait peur de me perdre un jour, donc ça lui reste encore. Oui. Et ton mari, comment il a traversé cette épreuve avec toi? Mon mari, il est aux choses de tous les jours. Donc, il était attentif au maximum. Donc, le matin, il se levait très tôt le matin avant son travail. Il m'aidait à prendre la douche, porter mes habits, me mettre au lit, me donner mes médicaments, mettre une bouteille d'eau à côté de moi. Est-ce que tu as besoin de quelque chose encore avant que je parte? Le téléphone est avec toi, tu peux m'appeler à n'importe quel moment. Et il m'appelait. Il m'appelait de temps en temps, bien sûr, pour prendre des nouvelles. Et là, je me rappelle très bien parce que j'ai cherché une photo aussi qui me tient au cœur. Il mettait la bouteille d'eau à côté de moi. Il y avait des jours qui étaient très difficiles pour moi parce que je me disais, je suis vivante ou je suis morte. J'arrive pas à prendre la bouteille qui est à côté de moi. J'ai pas de force. Après la chimio, c'était un peu dur. Donc, chaque jour, c'était la même bouteille à côté de moi et je me force de prendre la bouteille et boire et tout ça. Après la chimio, je dis, ces bouteilles-là que je voyais tous les jours, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pris toutes les bouteilles parce que je les gardais un jour. Ouais. J'ai pris toutes les bouteilles et je dis, il faut que de la mort jaillisse la vie. J'ai planté toutes les bouteilles que j'ai utilisées pour boire de l'eau. Donc, j'ai fait un mur de verdure, de plantes. Ah, et t'as mis des fleurs à l'intérieur? Des fleurs, et j'ai percé toutes les bouteilles pour faire goutte à goutte. Et là, là, c'était la photo de toutes les bouteilles. Incroyable. De quelques bouteilles que ils ont vu ma souffrance. Ces bouteilles qui m'ont accompagnée tous les jours à me donner la vie d'un peu d'eau pour que je puisse être plus forte et revenir à la vie. Donc, ça existe toujours, ce mur de plantes. Ça donnait beaucoup de fleurs. Ça a donné beaucoup de fleurs. Voilà. Pardon. Ça a donné beaucoup de fleurs. Après, ça, c'est le premier jour où j'ai accroché. C'est magnifique. En fait, une de mes questions quand on a préparé ce podcast, c'était de savoir s'il y a un moment où tu t'es sentie forte, quelque chose qui t'a... Mais en fait, Souad, il y en a tellement des moments où tu t'es sentie forte, ou je sais pas si tu l'as senti, mais enfin, rien que les témoignages que tu nous donnes là sont... Je dis, il faut que je tienne bon. C'est fini. J'ai passé des moments difficiles, de mort pour moi, mais là, c'est fini. Je suis guérie. Donc c'est bon. Il faut que je retrouve ma vie, il faut que je trouve la vie, il faut que je sois courageuse et par les moments de force aussi. Allez, je dis je vais faire mon permis de conduire. Allez, je suis là sans rien faire. Pourquoi pas parce que mon permis égyptien n'est pas reconnu en France. J'ai un permis, mais là, je dis allez, je vais lire le code. Je vais passer mon code, je vais conduire et tout ça. Donc, je commence à lire le code. Et j'avais une très mauvaise expérience avec mon mari qui a passé le code de 9 fois, conduite 3 fois. Donc, je dis, je passe jamais, moi. Mais je dis, allez, c'est bon, tu peux. Allez, tu as tout le temps nécessaire. Je lis le code, je vais, je passe, je prends un rendez-vous, je passe le code, j'ai réussi le code. Allez. Et là, je vais à l'école de conduite. Je leur dis, moi, je sais conduire, mais j'ai besoin, bien sûr, de quelques cours, peut-être. Quelques cours, c'était une vingtaine de cours. Vous voyez toujours que j'ai besoin toujours. Donc,
Donc ça y est, je prends les cours et parfois c'était après les réunions. On me dit ah mais vous n'êtes pas concentré aujourd'hui. Je dis oh là là, je suis vieille mon petit hein parce que mais ça va aller. Tu vas voir, je suis concentrée là, je vais être concentrée. Et là je passais la conduite, c'était pas la première, c'était la deuxième fois, mais j'ai eu mon permis. Sinon je ne pouvais pas du tout avec mon travail, avec la vie de tous les jours. Je n'avais pas le temps de le faire, mais je l'ai fait. Je dis, allez, je finis le permis. Allez, je me mets à l'espagnol. Je vais apprendre l'espagnol. Allez, je fais un groupe d'amis qui venaient à la maison et on faisait l'espagnol. Et je parlais un peu l'espagnol, voilà. Donc, tu t'es servi de ce temps-là, de cette année-là, pour faire d'autres choses et te sentir vivante quelque part, en fait. Oui, c'est ça. Je dis, allez, je peux faire plein de choses. Je fais une formation de créer mon projet personnel d'entreprise. Je suis allée à une association. J'ai fait cette formation. J'ai pas pu contenir mon projet parce que ils ont demandé plein de papiers, plein de choses que je comprenais pas, plein. Je dis non, je laisse pour le moment. C'était trop pour moi ce moment-là. Mais je dis ça y est, ça y est. Je suis forte, je suis vivante. Allez, je continue ma vie et voilà. Il y a plein de moments où j'ai senti plein de force que je suis forte. J'ai plein de ressources. Aller en avant et voilà. Aujourd'hui, tu te sens comment? Je me sens. Parfois, je suis fatiguée. Parfois, je suis pas concentrée. Mais je continue à être heureuse, être toujours là. Surtout comme mon prénom qui s'appelle Souad, qui donne, c'est la joie. Donc ça m'invite toujours à être joyeuse. Allez, il faut que tu portes ton prénom. Il faut être crédible au moins sur son prénom. Donc je continue à vivre, voilà. Et voilà. Tu penses que ça a changé quelque chose dans ta vie ou dans la perception que tu as de la vie, cette épreuve-là? J'ai changé. Mon regard de la vie, ça a changé. Parce que avant, c'est pas comme avant. C'est pas comme après. Avant, c'était, je vivais, ça y est, en pleine forme, en pleine force, en pleine santé. Je pensais pas à ça. Jamais je pensais à ça, en fait. C'est pour cela, j'ai eu un choc. Jamais je pensais que je vais avoir un cancer de sein, par exemple. Après, tout a une valeur pour moi, là. Tout. Un petit geste, un petit regard, n'importe, tout a une valeur pour moi. La vie a complètement changé pour moi. C'est beau ce que tu dis, Souad. Voilà, j'essaye de le vivre autrement, ma vie autrement, voilà. Tu as un suivi médical toujours? Oui, je suis en hormonothérapie pour 5 ans. Et au bout de 5 ans, elles vont décider si je continue à 10 ans ou pas. D'accord. Voilà. Et tu le vis bien, ce traitement d'hormonothérapie? Ça va, parfois je suis fatiguée, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux articulations. Mais ça va, je continue à vivre. Ok. En 2024, donc 2 ans après, si je me trompe pas, on se rencontre pour travailler ensemble cette exposition photo et artistique. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire de cette expérience-là, de comment tu as vécu ta séance photo, comment tu as vécu la découverte de l'œuvre artistique, pourquoi tu as entamé cette démarche, pourquoi tu étais OK pour le faire? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu voudrais nous dire par rapport à tout ça? En fait, Ève, la kiné, quand elle m'a dit ce projet, je lui ai dit et pourquoi pas? Si ça fait du bien pour les autres, pourquoi pas? Donc je vais le faire, même si ça fait quelque chose de bien. Je m'engage. Donc je ne savais pas en fait ce que m'attendait, mais je suis allez. Si ça fait du bien pour d'autres, allez, je suis là. Donc, je suis allée te voir et voir Nicole et son mari, et voilà. Et
Et là, on a pris la photo. Je savais pas que c'est quoi. Voilà, je suis là. Ben, allez, je suis le projet. Mais j'étais tellement surprise parce que je me sentis importante, vedette. Un tableau de vedette. Oh là là, c'était. Je dis oh là là, mais je suis belle. Je découvre ma beauté. Hein. Je suis belle. Je savais pas que j'étais belle comme ça. Hein. Sur un tableau très chic et tout. Donc j'étais contente. Je me découvre. Voilà. Chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Et parce que tu vois, Marlène, avec l'opération, je dis j'ai perdu quelque chose. À un moment, je l'ai vécu. C'est comme j'avais mal accepté tout ce que c'est fait dans mon corps. Une partie du sein, porte-à-quatre. Et après, je dis, mais finalement, mon corps raconte l'histoire de ma vie. Si quelqu'un me voit comme ça, il va comprendre qu'est-ce que j'ai passé de ma vie. Une porte-à-quatre, opération de cancer de sein, appendicite, 2 césariennes. Donc, tout de suite, sans le dire, elles vont comprendre l'histoire de ma vie. Voilà, je suis là, mon corps le dit. Donc, j'ai commencé à aimer même ce que j'ai comme cicatrice. Donc, voilà, je les accepte. Donc, parfois, elles m'ont dit, mais il faut que tu fasses, par exemple, l'opération pour ajuster, par exemple. Je dis, mais pourquoi? Si quelqu'un me dit, mais c'est pas tout à fait juste, je dis, mais parce que je suis guérie d'un cancer de sein, donc voilà, c'était comme ça. Donc c'est une fierté pour toi maintenant. Voilà, c'est ce que j'ai passé de ma vie, c'est tout ce que j'ai passé. Donc je l'accepte et je le vis bien. Donc ça me fait pas mal si je suis pas très juste devant les gens, ça m'est égal. Je suis là, je suis vivante, je suis heureuse, j'accepte mon corps et je continue à vivre avec ça et c'est bon. C'est des messages forts que tu passes là, tu t'en rends compte ou pas? Ce que je le ressens, ce que je sens dans mon cœur, donc je l'accepte et je vis, voilà. Donc au final, pour revenir à l'expo photo, tu as dit qu'au début tu avais accepté l'aventure parce que ça pouvait faire du bien à d'autres personnes. Oui. Mais finalement, tu t'es surprise à ce que ça te fasse du bien à toi aussi. C'est ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'étais très fière après. Chaque fois qu'on fait un événement, donc il y avait les tableaux. Donc, allez, je vais vous montrer, je vais vous montrer comme je suis belle sur le tableau. Aux amis. Même en dehors du tableau, tu es belle, Sohad. Hein. Merci, Marlène. Donc, ça m'a fait du bien, voilà. Et comment ton entourage, donc tes enfants et ton mari ont découvert cette photo ou ont vécu cette aventure-là, eux? Est-ce que quand ils t'ont vu en photo, tu te rappelles de ce qu'ils t'ont dit, de l'émotion? Est-ce qu'ils étaient fiers? Qu'est-ce que ça a fait chez eux? Oui, ils ont aimé ça aussi. Ils ont aimé que je sois sur un tableau. Oui. Et c'est pas un tableau, une photo normale avec une jolie robe et tout ça. C'est une photo avec mon corps qui était touché par la maladie. Et avec ça, je suis belle. Donc, ça fait toute la différence. Si j'étais avec un joli costume, voilà, mais là, je suis presque, j'étais presque nue. Mais là, ça m'a donné la beauté de mon corps touché et guéri. Donc, ça leur a fait du bien de me voir belle aussi sur la photo. D'accord. Aujourd'hui, donc ton rapport à ton corps, tu nous as très bien expliqué comment tu voyais les choses. Est-ce que ça a quand même créé chez toi une sorte d'inquiétude ou est-ce qu'il reste une part d'ombre entre guillemets à tout ça? Est-ce que tu restes inquiète de l'avenir ou au contraire tu profites de chaque instant et tu essaies de pas y penser? J'ai cette peur qui me revient de temps en temps pour mes enfants qui sont jeunes aussi. Parce que chaque fois que j'ai mal, par exemple, au ventre, j'ai mal quelque part, je dis, oh là là, ça va revenir ou quoi? J'ai cette peur qui me revient, mais je dis, j'ai vu des exemples de partage de notre association, en fait, quand on partageait entre les filles, il y a plusieurs qui ont passé un cancer ou 2 ou 3,
et elles sont guéries, elles sont là avec un sourire et tout ça. Je dis, et peut-être ça va revenir. Et qu'est-ce que ça peut faire si ça revient? Parce que j'ai toujours confiance dans les personnes, les médecins et tout ça. Et je vais être guérie encore et je vais vivre encore pour mes enfants. Donc, ça me fait peur, mais il y a un côté force qui revient aussi pour dire que tu vas vaincre aussi. Tu vas être soigné aussi si ça se revient. C'est pas grave. Mais là, je vais le vivre autrement. Parce que j'étais choquée au début. Je comprenais pas. Je dis, je vais mourir. Mais là, si ça revient, je sais que je vais vivre. Et je vais guérir. Là, je vais le vivre autrement. Oui, tu te diras peut-être plus je vais me battre. La première émotion qui te viendra, c'est je vais me battre et pas je vais mourir. Ouais, voilà. Mais je pense que quand on nous annonce ce type de maladie-là, la majorité des personnes pensent la même chose, c'est-à-dire à la mort. Et après vient le temps de l'acceptation et des armes et de la façon dont on va le vivre. C'est exactement ce que tu nous décris là. Oui. Alors, soit quand on a préparé ce podcast, je t'ai demandé d'amener un objet ou quelque chose qui faisait écho à ton parcours ou quelque chose qui était important pour toi. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu as amené et puis nous le décrire pour les personnes qui regarderaient pas la vidéo mais qui seraient plutôt en version audio? En fait, je portais mon carnet de soins. On l'appelle carnet de soins. C'était qui m'accompagnait dans tous les rendez-vous, des chimios, des rayons. C'était toujours là. Il était toujours avec moi. Je pense que c'est celui qui m'a senti le plus. Senti où j'avais peur, quand j'étais triste, quand j'étais forte, quand j'étais seule, il était là. S'il peut parler, il va raconter plein de choses. D'accord. Mais là, moi, je le dis, le carnet guérissante, qui m'accompagnait, mais qui m'a guéri. Je sentis qu'il était là aussi. Je sentis que, voilà, ça m'a fait quelque chose de toujours, j'avais ce carnet avec moi. Voilà, ça m'a fait avant, j'avais peur de ce carnet. J'avais peur. Parce que chaque fois que je vais à la chimio, je sais que ce qui m'attendait à l'intérieur. Mais après, je sentis que il était là dans la souffrance, que c'est comme dans la joie, dans la guérison. Donc, j'ai senti que c'est lui qui peut témoigner le plus de mon parcours. C'est très symbolique ce que tu dis. Voilà. Il y avait d'autres choses que tu voulais nous montrer? Je vois qu'il y a plein d'autres papiers. Non, mais... Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais nous partager? Non, c'est des notes que j'ai prises. Donc, je voulais juste montrer les deux photos là, c'est tout. Ok. Soad, en conclusion, qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui nous écoutent et aux femmes qui peut-être sont en plein parcours ou l'ont été ou demain apprendront qu'elles ont un cancer du sein? En fait, ce que j'ai regretté de ne pas apprendre à faire les palpations. Là, ce que j'encourage chaque femme à apprendre à le faire, même si elle ne sait pas le faire, qu'elle apprenne à le faire. Parce que c'est très important. Parce que si on le découvre tôt, ça change tout. Et pour les femmes qui ont découvert la maladie, je veux dire que ayez confiance. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une équipe de soignants, de médecins qui sont compétents. Mais il faut tenir bien, il faut bien s'attacher à la vie. Et je sais que dedans, à l'intérieur de chaque femme, il y a une force qu'elle ne peut pas imaginer. C'est cette force qui va l'aider à chaque femme de se mettre debout encore et de continuer à vivre comme avant et mieux qu'avant. Ok, Soad. Merci. Merci Marlène. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens qui nous écoutent, nous regardent, retiennent de toi? En fait,
je dis, c'est les moments difficiles qui nous rendent forts après, à la fin. Il faut passer par des moments difficiles pour apprécier ce qu'on passe après et pour être fort contre plein de choses. Donc, n'ayez pas peur de passer par des moments difficiles ou des épreuves, parce que c'est l'épreuve qui font grandir les personnes. Si on vit comme ça toujours dans les jours, toujours la même chose, de la joie, on n'a pas des choses qui prouvent notre force, on la trouve pas, on la découvre pas. Souad, merci pour tous ces mots. Moi, je pourrais parler des heures avec toi. Je te trouve tellement Merci Marlène. Inspirante, forte et tu arrives à mettre les mots sur les mots que tu as traversés. Et c'est très très précieux et je te remercierai jamais assez d'avoir accepté d'être là encore aujourd'hui et de nous suivre. Merci Marlène, merci. J'ai envie de te faire un câlin. Merci Souad. Merci Marlène. Et elle est trop belle ton écharpe. C'est belle et rose. C'est belle et rose. Je fais partie de belle et rose. Belle et c'est les roses.